On va passer maintenant au conférencier suivant et le dernier conférencier de cette session. Donc c'est une conférence de Eric Vanchberg qui concerne les enjeux évolutifs de la gestion du temps chez les insectes. Donc j'ai rencontré Eric parce qu'il organise également, comme Patrick Navarre que vous avez vu ce matin, des conférences pour tous à Biot. Et donc il est chercheur INRA, mais maintenant il travaille à l'INRIA, à Sophia Antipolis, sur l'écologie comportementale des insectes. Merci. Donc effectivement, on va complètement changer de monde là maintenant, pour deux raisons d'ailleurs. On va passer sur un nouveau modèle biologique, qui sont les insectes. Franck, tu as un peu parlé des drosophiles tout à l'heure, mais maintenant plonger vraiment dans les insectes. La deuxième raison pour laquelle on va changer de champ, c'est qu'on va changer de champ thématique, on va parler de comportement animal, et même plus précisément, on va parler de comportement animal en termes de biologie évolutive. Comment le comportement est sélectionné pour être observé aujourd'hui. Alors on appelle ça de l'écologie comportementale, c'est ma discipline, et j'ai publié plusieurs ouvrages là-dessus. Merci. Autre préambule, c'est que parmi toutes les stratégies de faire cette présentation, j'ai choisi l'option de présenter une stratégie plutôt courte, ce qui va aider un peu le dérapage du temps dans lequel on est un peu maintenant. Donc je vais survoler une thématique que je connais bien, sur laquelle je travaille depuis plusieurs décennies. Éventuellement, ça peut générer des discussions après. Donc on parle d'insectes, mais on parle d'insectes un peu particuliers, qu'on appelle des insectes parasitoïdes. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, mais vous en avez tous vu sans le savoir. En fait, ce sont des insectes qui ressemblent à d'autres insectes, on en voit ici d'ailleurs, on dirait des insectes. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des insectes qui ont la particularité intéressante, ça fait 150 ans qu'on travaille là-dessus intensément, ils s'attaquent à d'autres insectes, et ils les tuent. Et en fait, d'un point de vue de l'approche écologique, les adultes, leur fonction écologique, pour les femelles, c'est juste de trouver un autre insecte pour aller attaquer et déposer une descendance. Ce ne sont pas les adultes qui sont des parasites, ce sont les stades immatures, les œufs, les larves, les pupes, les cocons, enfin, toute cette terminologie d'entomologie, qui eux vont de l'intérieur aller grignoter et tuer l'insecte. D'un point de vue étymologique, ce sont des insecticides, ils tuent des insectes. Et cette particularité est intéressante parce que du coup, depuis plus d'un siècle, on les étudie, on les produit et on les lâche dans la nature pour lutter contre des ravageurs de culture. On fait ce qu'on appelle de la lutte biologique par opposition à la lutte chimique dont tout le monde a entendu parler et dont tout le monde se plaint. Et puis par ailleurs, ce sont des bestioles qui sont très faciles à élever, ça coûte pas cher, ça va vite. Et du coup, on peut faire des expérimentations très précises au laboratoire. Moi, je travaille avec des caméras, des ordinateurs, des choses comme ça, où on peut vérifier des prédictions théoriques, par exemple, sur leur comportement. Évidemment, le comportement auquel on va s'intéresser, ça va être le temps, puisque c'est l'objectif de ce colloque. Voilà. Alors, des œufs ou du temps? L'écologie de ces insectes est vraiment bien connue, ça fait des décennies qu'on travaille là-dessus. Et en fait, ces insectes, on peut les mettre dans deux cases différentes. Il y a deux grosses classes de catégories. Il y en a ceux qui sont limités en œufs et ceux qui sont limités en temps. Egg limited, time limited en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui sont limités en œufs, ce sont des insectes qui produisent pas beaucoup d'œufs, mais qui ont beaucoup de temps pour trouver des hôtes. Je vous rappelle qu'il faut trouver des hôtes pour pondre ces œufs. Et donc pour ces insectes-là, d'un point de vue écologique, c'est le facteur limitant, c'est le nombre d'œufs qu'ils ont à pondre. Ils ont du temps, mais ils n'ont pas beaucoup d'œufs. Les autres, qui est la très grande majorité, c'est le contraire. Ils ont énormément d'œufs à pondre, ça coûte pas cher de fabriquer des œufs d'un point de vue écologique, mais ils n'ont pas beaucoup de temps. Un insecte, ça ne vit pas très longtemps. Et dans ce cas-là, pour ces insectes-là, qui sont majoritairement représentés, le facteur limitant, c'est le temps. Et on commence à maintenant parler du temps, ce qui est l'objet de la thématique de cette conférence. Et vous m'avez vu arriver, ceux qui sont limités en temps sont des modèles particulièrement intéressants pour étudier comment ces animaux gèrent leur temps. Et je vais parler de ça maintenant, évidemment. Alors, il se trouve que ces insectes, effectivement, doivent gérer leur temps. Et de manière très précise, presque plus précise que nous, mammifères. Une des raisons pour lesquelles ils doivent gérer leur temps, une des raisons pour lesquelles ces insectes doivent gérer leur temps, c'est parce que, comme beaucoup d'animaux, y compris des mammifères, des lézards, des oiseaux, quels que soient les insectes, quels que soient les animaux, ces insectes doivent gérer des ressources qui sont distribuées en agrégats dans l'environnement. On parle de parcelles, au Québec on dit ça, on parle de patch dans le reste du monde qui n'est pas francophone. Et ici on a des exemples, par exemple, ici on voit une femelle qui est en train de pondre des œufs dans quoi? Dans ces espèces de masses blanches qui sont des œufs de papillons.
Donc elle est en train d'attaquer les œufs de papillon. C'est difficile. Et donc on voit bien qu'il y a un... Oups, hop, hop, hop. On voit bien qu'il y a un paquet d'œufs, il y a un agrégat. C'est-à-dire que dans l'environnement, ce n'est pas homogène, ce n'est pas poissonien, comme on dit statistiquement, mais il y a des endroits où il y a beaucoup de ressources en paquet, puis il y a des endroits où il n'y a rien. Un autre parasite d'œufs, un parasite de puceron, on voit ici. Et donc, la durée de visite sur un patch, sur un agrégat par une femelle, est extrêmement importante et doit être gérée de manière très précise par les femelles de ces animaux-là. Pourquoi ? Parce que si une femelle ne reste pas trop de temps sur un patch et puis décide tout de suite de partir, elle va passer la majorité de sa vie dans des temps de voyage entre les patchs, ça va pas être efficace pour produire des descendants. Réciproquement, si elle reste longtemps sur un agrégat, elle va passer beaucoup de temps pour trouver les quelques rares hôtes qui restent, ça ne va pas être efficace. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'optimalité intermédiaire. Alors, il y a beaucoup d'approches théoriques qui ont été développées, moi-même j'ai publié pas mal de travaux théoriques là-dessus, et on ne peut pas, quand on fait un exposé comme ça, s'affranchir du fait de parler de ce qu'on appelle le théorème de la valeur marginale, c'est un dinosaure en écologie, ça date des années 70, ça a été piqué aux économistes d'ailleurs. Donc c'est un modèle théorique qui prédit optimalement combien un animal de ce type, ça pourrait être un autre animal, mais un insecte de ce type doit rester sur un agrégat. C'est fait par quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Eric Tchernov, qui, hormis le fait qu'il a le même prénom que moi, on se connaît, on discute ensemble, et qui a publié ça dans les années 70. Ce papier Tchernov 76, c'est l'article le plus cité dans le monde de la biologie pratiquement. C'est phénoménal. Et c'est très simple comme modèle, je peux vous l'expliquer graphiquement ici. Ça s'enseigne très bien dans les universités, ça m'arrive de le faire. Ça tient avec un graphique comme ça, que je vais expliquer. En fait, ici, l'animal rentre sur l'agrégat, et ici, il y a le nombre, ce qui veut dire le nombre d'œufs produits, puisqu'ils produisent leurs œufs dans les autres. Et le temps optimal, c'est le temps qui est l'abscisse d'un point de contact entre cette courbe-là et une autre courbe, une autre droite qui est ici. Je vais m'éloigner des enceintes, donc il faut que je reste exactement au milieu, parce qu'il y en a une de chaque côté. Et qui est le temps ici, c'est le temps que l'animal a mis pour trouver le patch dans l'environnement. Alors on peut faire des prédictions très simples, par exemple, si un animal trouve un patch rapidement, il doit rester optimalement moins longtemps sur un patch. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas très grave. Ce qui est important en revanche, c'est que si on regarde ce qui se passe sur des vrais animaux, sur des vrais parasitoïdes, et j'ai fait des décennies d'expérience là-dessus, et je ne suis pas le seul, les animaux, ils suivent précisément ces prédictions. Alors évidemment, la question, c'est comment ils font ? Comment ces animaux, tout petits, font pour suivre ces prédictions-là ? Nous, êtres humains, nous avons des graphes, des modèles mathématiques, on peut calculer des pentes, des dérivées premières, des tangentes, etc. Ça marche bien. Comment ces animaux, eux, font ? Et c'est la question, comment les animaux gèrent leur temps de manière optimalement ? Comment font-ils ? Comment perçoivent-ils le temps qui passe ? Alors, depuis le début, depuis les années 70, on se pose cette question. Et il y a plusieurs choses qui ont été proposées, notamment des martingales. Vous savez, les martingales, c'est ce mot qu'on utilise pour essayer de comprendre comment les gens qui rentrent au casino à Monaco et qui parient sur la roulette, alors ils comptent combien de fois tel nombre sort, etc. Ils cherchent de construire des règles. En français, on dirait des règles empiriques. Les Anglais appellent ça des rules of thumb, des règles du pouce. Ça ne veut rien dire pour nous francophones, mais c'est ça l'idée. Et il y a pas mal de règles des martingales qui ont été proposées. Elles sont toutes construites sur ce modèle particulièrement simple, que je vais expliquer. L'animal rentre sur l'agrégat, là c'est son temps sur l'agrégat, et il rentre avec une certaine motivation à y rester, qui décroît linéairement. Et quand cette motivation a atteint un seuil, qui peut être 0, l'animal s'en va. Tout se passe comme si l'animal déclenchait un chronomètre au moment où il rentre, et puis quand un certain temps fixe est écoulé, l'animal s'en va. Donc c'est une règle particulièrement simple, qui est particulièrement stupide, parce que ça ne permet pas de s'adapter à l'environnement, à la qualité de l'agrégat, ou au temps de voyage, etc. Donc il y a d'autres règles qui ont été développées, et la plus célèbre, elle a été développée par un ami que je connais très très bien, qui s'appelle Jeff Waggy, dans la fin des années 70, et qui fonctionne à peu près pareil. L'animal rentre sur l'agrégat avec une tendance à y rester, qui décroît linéairement, mais il y a les petites flèches rouges ici, et ces petites flèches rouges, c'est chaque fois que l'animal rencontre un hôte et attaque, chaque fois qu'il rencontre une ressource et qu'il l'exploite. Et donc chaque fois qu'il rencontre cette ressource qu'il exploite, il réincrémente sa motivation, on appelle ça un modèle incrémental, de sorte que l'animal restera d'autant plus longtemps, qu'il va rencontrer de ressources. Et il y a des modèles théoriques qui ont été faits par un ami au Japon, Yo Iwasa,
qui d'ailleurs, entre parenthèses, utilisent l'analyse bayésienne. C'est des modèles bayésiens, c'est un truc que j'utilise beaucoup aussi, et qui montrent que si vous êtes une femelle parasitoïde et que vous vous baladez dans un environnement dans lequel il y a des patchs de qualité variable, dont la variance est forte, c'est-à-dire qu'il y a des bons patchs, des moyens patchs, des petits patchs, dans ce cas-là, il vous suffit d'utiliser cette règle particulièrement simple pour vous comporter exactement optimalement par rapport au théorème de la valeur marginale de Tchernoff que je vous ai mis derrière. Pas besoin d'équation, pas besoin de graphe, pas besoin de dérivés, de tangentes, etc. Vous faites ça, vous avez une ressource, vous réincrémentez votre motivation et vous vous comportez optimalement. C'est magique et économe. D'accord ? D'autres règles ont été faites par un autre ami qui a fait un postdoc dans mon labo, à Antibes, qui s'appelle Gerard Rissen, qui est hollandais, qui lui a montré plus tardivement qu'on pouvait aussi observer la règle opposée. C'est-à-dire que l'animal rentre avec une motivation qui décroît linéairement au cours du temps, blablabla. Mais là, chaque fois qu'une ressource est rencontrée, ça diminue. C'est un modèle décrémental, ça diminue la motivation. Et le même groupe japonais que je connais bien, j'y suis allé plusieurs fois, a montré que cette règle est optimale, au contraire, si tous les patchs ont la même qualité dans l'environnement. Il y a un raisonnement statistique derrière que je ne vous expliquerai pas, qui montre que ça marche comme ça. Donc si vous êtes une femelle parasitoïde et que vous voulez exploiter des agrégats qui sont tous pareils, ils ont tous 4 hôtes par exemple, il suffit d'utiliser cette règle particulièrement simple et vous vous retrouvez pile poil sur la prédiction du théorème avec des équations, un graphe que j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est particulièrement efficace et économe. Juste une parenthèse, comment on fait ça d'un point de vue expérimental? Alors, quand même, j'ai sauté cette phrase qui est importante. En fait, les animaux n'ont pas besoin, c'est assez magique pour moi, de mesurer le temps qui passe pour le gérer optimalement. C'est particulièrement économe. Et je vous ai dit que je m'intéressais à des problèmes d'écologie comportementale. On imagine que ces règles ont été sélectionnées au cours du temps évolutif parce qu'elles sont particulièrement économes, qu'elles permettent de maximiser sa production de descendants sans jamais compter le temps qui passe. C'est assez magique, quoi, je trouve. Juste d'un point de vue expérimental, comment on fait? Parce que les gens ne se rendent pas compte de ça, et ça me semble important de le préciser. On regarde des femelles de manière détaillée, sous une loupe binoculaire, avec une caméra, etc. Ça donne des choses comme ça. Donc on voit une femelle sur un patch. Pour votre information, dans ce cas-là, le quadrillage orange qui est derrière, c'est du papier millimétré. C'est-à-dire que de là à là, il y a 1 millimètre. C'est des carrés d'1 millimètre de côté. C'est des insectes petits, quand même, sur lesquels on travaille, quoi. C'est tout petit. Donc on observe ce que fait cette femelle en direct et on utilise des logiciels spécifiques. Moi je me suis écrit le mien, mais on en trouve dans le commerce, qu'on appelle des event recorders, des enregistreurs d'événements, qui en fait transforment votre clavier d'ordinateur en super méga chronomètre. Et chaque fois qu'un comportement est observé, vous tapez une touche et le programme associe une touche à un événement. Et donc on a toute la chronique de ce qui s'est passé ici. Puis là, l'animal est sur cette hôte-là, le logiciel dit « ouais, c'est bien sur celui-là qu'il est ». Et donc on fait ça, sur beaucoup de femelles. Et donc c'est pas 2 heures, c'est pas 2 jours, c'est pas 2 semaines de manip, c'est des mois de manip. Parce qu'on en fait un paquet, quoi. Et chaque femelle peut rester 1 heure, 2 heures, c'est elle qui décide sur un agrégat. Et donc c'est des manips énormes, je préfère dire ça. Des fois c'est plusieurs mois quand même. Et après, toutes ces chroniques qu'on récupère, comme ça, on les analyse avec des outils statistiques qui sont particulièrement puissants, qu'on appelle les modèles d'analyse de survie. Et pour ceux qui connaissent les modèles de Cox, j'ouvre une parenthèse ici. On est dans un colloque qui parle du temps. Il se trouve, moi je suis statisticien, il se trouve que dans le champ des statistiques, il y a une classe d'outils qui est spécifiquement faite pour analyser des durées. Et c'est le modèle d'analyse de survie. Je vais même aller plus loin. Je mets ma main à couper que dans tous les topos, depuis hier jusqu'à maintenant, on aurait pu appliquer ces outils statistiques parce qu'on mesure du temps, que ce soit sur les astrophysiciens d'hier jusqu'à Virginie tout à l'heure, qui nous a montré des résultats statistiques. Je ne sais pas quel outil tu as utilisé, mais ça serait particulièrement efficace. C'est des outils particulièrement efficaces qui permettent d'analyser des durées, des données exprimées en durée. Voilà, et c'est ma spécialité. Et quand on fait des choses comme ça, on arrive, juste en observant les bestioles, avec ce genre d'outils, à estimer si elles utilisent des règles incrémentales ou décrémentales, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Voilà. Alors, juste pour avancer un peu, motivation à rester sur le patch. Je dois aborder ce problème-là maintenant. Donc les animaux se comportent de manière optimalement, ils gèrent leur temps de manière optimalement, sans jamais mesurer le temps. C'est quand même fort. Et on a vu ça, qu'il leur suffit d'utiliser leur motivation. Et il y a ce modèle, par exemple, de Jeff Vaghi dans la fin des années 70. Mais qu'est-ce que c'est que la motivation?
Si vous faites de la littérature là-dessus, vous constatez une chose, c'est que les auteurs s'engueulent à coup de publication. On ne sait pas ce que c'est que la motivation d'un point de vue neurophysiologique, d'un point de vue éthologique, d'un point de vue de la biologie évolutive. Quels sont les proxys, comme on dit en sciences, qui permettent d'expliquer ce que c'est que la motivation? Donc moi, j'ai pas mal bossé là-dessus pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça pouvait être la motivation. Et ce que j'ai réussi à faire avec des modèles théoriques que j'ai publiés, c'est qu'on pourrait tout à fait traduire la motivation comme l'activité locomotrice. Donc on peut simuler le déplacement d'un insecte avec un ordinateur, on peut le mesurer précisément avec des caméras. Et cette motivation qui décroît ici, en fait, revient à un changement d'activité locomotrice. Plus l'animal il est motivé, plus il se déplace lentement et il tourne beaucoup. Il explore son environnement proche. Et plus sa motivation baisse, plus il taille la route en ligne droite et moins il tourne. Il va explorer d'autres environnements. Et donc, s'il rencontre une ressource ici, peut-être qu'il va retourner vers une locomotion de vitesse lente et en tournant beaucoup. Et s'il rencontre rien, il va commencer à tailler la route et à un moment, il va franchir le bord du patch et va partir. Donc on peut traduire cette motivation, qui est un caractère qu'on utilise beaucoup en littérature et qu'on ne sait pas bien définir, avec des choses qui sont bien plus concrètes, qui est à quelle vitesse je me déplace, est-ce que je tourne, est-ce que je ralentis, etc. Voilà. Je voudrais... Donc il n'y a pas besoin de mesurer le temps, c'est ça qui est fort en fait, c'est le take-home message, enfin un des take-home messages de cet exposé. Il suffit de modifier sa capacité locomotrice en fonction de ce qui nous arrive, sans mémoire, même de manière bayésienne ou pas d'ailleurs. Et on se retrouve à se comporter optimalement. C'est M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Voilà. Je vais conclure. J'avais dit que j'étais court. Hein. Donc, faute de temps, là, j'ai résumé en 10 minutes à 20 ans de manip. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a faites, avec beaucoup de théories. Qu'est-ce qui passe s'il y a plusieurs femelles en même temps en compétition? Quel est le poids de la phylogénie si on compare plusieurs espèces? Et quelle est l'influence de l'âge ou la distance à la mort? Enfin, on a fait plein de choses comme ça, avec plein de résultats qui sont intéressants, aussi bien d'un point de vue théorique que des vérifications expérimentales. Donc, un autre message, c'est que ces insectes, c'est vraiment génial, ça coûte rien à élever, c'est très pratique. C'est des modèles vraiment de choix pour faire ce genre d'expérimentation. C'est un peu d'entraînement et pas énormément après tout. Il y a une riche littérature, aussi bien expérimentale que théorique. Moi, j'ai beaucoup contribué à ça. Et de manière surprenante, ces animaux suivent assez bien et même précisément ces prédictions théoriques, ce que je trouve ça assez étonnant après tout. Et je repasse une couche. Il y a pour ce faire des outils statistiques qui sont particulièrement puissants, particulièrement adaptés aux thématiques qui sont abordées dans ce colloque, de l'univers jusqu'à la cellule, à mon avis, jusqu'au gène même. Et voilà, et donc la raison pour laquelle on voit ces comportements, je répète, c'est qu'ils ont probablement été sélectionnés au cours du temps évolutif parce qu'ils permettent alors aux animaux qui les adoptent de maximiser leur reproduction, de transmettre leurs gènes à la génération suivante, etc. Je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, merci. Merci d'avoir largement respecté le temps. Franck a une question. Du coup, on a le temps pour des questions. Franck. Oui, alors moi, ma question, c'est, tu nous dis que donc il y a une stratégie décrémentale ou incrémentale et que les deux, en fait, donnent un résultat intéressant pour le... Selon les conditions dans lesquelles tu évolues, oui. Mais donc, du coup, ma question, c'est est-ce que l'insecte contextualise, c'est-à-dire si les patchs ne sont pas homogènes, est-ce qu'il va basculer sur... C'est pas comme ça que la question se pose. Ces insectes sont assez spécifiques, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent à une espèce particulière. Cette espèce-là, elle pond des patchs qui sont toujours régulières, ou une autre va toujours... Donc c'est un problème de spécificité vis-à-vis d'un contexte écologique. C'est pas si plastique, c'est pas si variable que ça, d'accord? Je crois que c'est ça la réponse à ta question. Corinne? Comment est-ce qu'ils déterminent la direction dans laquelle ils vont aller pour explorer un autre patch? Est-ce qu'il y a c'est au hasard ou est-ce qu'il y a autre chose qui les dirige? Voilà, j'ai deux réponses. Une réponse de statisticien et de théoricien, c'est que quand tu fais de la simulation, tu tires au hasard dans des lois. Dans la réalité, ces insectes sont connus, et c'est une autre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, moi pas, sont capables de percevoir, et sur des distances assez lointaines, des signaux olfactifs qu'on appelle des kéromones, qui sont émis par leur environnement extérieur, par leurs hôtes. Ils sont capables de remonter des gradients. On est branché sur l'exposé qu'il y avait juste avant. Donc avec les odeurs aussi, on sait d'où ça vient. Je vous ai écouté avec cette oreille-là, c'est le cas de le dire. Donc ils se déplacent par des signaux olfactifs. On a vu tout à l'heure sur une photo qu'on a vue que si tu fais une coupe
d'une antenne d'un insecte et tu mets ça au microscope électronique à balayage, c'est farci de neurones. Et ils ont des outils sensoriels bien plus développés que toi et moi pour faire ce genre de choses. Donc ils répondent à des signaux gustatifs, visuels, mais surtout olfactifs, quoi. Et toi, dans tes modèles, tu en tiens compte de ça ou tu fais que l'aspect mathématique? J'en tiens pas compte dans cette thématique, j'en tiens compte sur d'autres problèmes. Moi, je ne vais pas me parler de ça maintenant. Oui, bien sûr que oui. Bien sûr, oui. Et est-ce que finalement, ce que tu montres chez l'insecte pourrait pas être extrapolé aux mammifères? Bonne question. Donc, est-ce qu'on n'utiliserait pas aussi des stratégies les problèmes de sans essayer de compter, comme on dit qu'il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de... Les problèmes de gestion de temps sur des patchs, cette thématique sur laquelle les évolutionnistes dont je fais partie travaillent depuis 40 ans, ça a été fait sur des oiseaux, des lézards, des humains, des mammifères, etc. Donc le théorème de la valeur marginale, quand je dis que c'est le papier le plus cité au monde, pratiquement dans ce champ-là, c'est parce que ça s'applique à tous les animaux, et j'ai même des amis à Rennes qui commencent à l'appliquer sur des végétaux, je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors sur les règles maintenant, excuse-moi, je réponds à ta question, sur les règles comportementales adoptées, je pense que c'est vraiment spécifique du taxon dans lequel tu es. En même temps, ton comportement, il varie à une vitesse relativement constante qui dépend du temps, donc il y a quand même quelque part un facteur temps. Si tu es un être humain et que tu vas par un bon week-end d'automne aller à la chasse aux champignons et que les champignons sont en paquet, est-ce que chaque fois que tu en trouves un, tu dis « Waouh, cet endroit il est plutôt bien, je vais rester plus longtemps, ma motivation augmente » ou bien « Il n'y en a pas beaucoup, j'en ai pris un, il y en a un de moins, il vaut mieux que je m'en aille plus tôt ». Et ces actes, ça se fait aussi, les règles incrémentales et décrémentales sont aussi vraies pour des mammifères, quoi. Alors c'est pour rebondir sur la question d'Alice, le déplacement lors de l'activité exploratoire, le déplacement des insectes se fait toujours à la même vitesse, ils n'accélèrent jamais? Non, mais les éthologistes utilisent deux mots, ils disent recherche intensive ou recherche extensive. Il y a vraiment une dichotomie entre vitesse linéaire faible et vitesse angulaire rapide, c'est-à-dire que tu explores ce qui est autour de toi, et le contraire, donc tu tailles la route et tu tournes pas beaucoup, plus tout le continuum entre les deux. Donc ça varie tout le temps, ça varie en fonction de l'âge, ça varie en fonction de la température, c'est des dépôts équilothermes. Mais pour aller d'un patch à l'autre, par exemple, la vitesse... Si tu n'as pas de ressources, il n'y a aucune raison de tourner. Et effectivement, dans la réalité, il y a des dessins de trajet dans toute la littérature. Tu vas chercher ta ressource ailleurs. Oui, mais c'est pas à ce point manichéen. Il y a un continuum entre les deux, d'accord. C'est pas à ce point dichotomique. L'idée derrière. Oui, il y a des variations de vitesse. Oui. S'il se dépêche, c'est qu'on peut imaginer. Oui. Je parle pas du vol, mais oui, il y a des variations de vitesse, y compris à la marche, bien sûr. Oui. Qui sont bien décrites. Oui. Alors, d'abord, un commentaire concernant l'application aux mammifères. En fait, c'est assez connu sur les sites web. La stratégie incrémentale est utilisée pas mal pour amener les gens à rester sur le site plus longtemps en présentant une information nouvelle au bout d'un certain temps. C'est très bien modélisé pour le choix des caisses dans les grandes surfaces pour aller payer sa note, quoi. Mais alors, moi, j'avais une question par rapport à quelque chose que vous avez répété plusieurs fois, qui était les insectes ne mesurent pas le temps. Donc on a cette motivation, et vous avez dit on n'a pas très précisément défini ce que ça veut dire, mais quand même on a un peu l'impression que c'est quelque chose qui est proportionnel au temps. Et donc ma question c'était, est-ce qu'on a fait des expériences pour décorréler les deux, par exemple en faisant des observations à des températures différentes pour voir si les insectes... Non, mais ce qu'on fait, alors je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à la question, mais ce qu'on fait par exemple, c'est ce que je fais, les déplacements locomoteurs, on y met des chaînes de Markov, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Donc ce que tu fais à un instant donné, c'est juste le résultat d'un produit matriciel entre tes probabilités de changer ton comportement et ce qui s'est passé un pas de temps, 2 pas de temps, et 3 pas de temps avant. Donc il n'y a pas de mesure du temps là. Tu n'as pas toute la chronique de l'écoulement de ce qui se passe. C'est juste, tu fais un truc donné et c'est juste influencé par ce qui se passe par le pas de temps d'avant, avec une matrice d'algèbre linéaire au milieu, quoi. Donc il n'y a pas de nécessité de compter le temps qui passe. Tu vois, il n'y a pas... On n'a pas exclu le fait que des mécanismes biologiques... Ah oui, non. Oui. C'est pour ça que je posais la question à Virginie tout à l'heure sur les abeilles. C'est évident qu'il y a aussi probablement des mécanismes neurosensoriels qui sont aussi impliqués dans la perception d'une manière ou d'une autre du temps qui passe, comme ça, oui. Sans rien y connaître intuitivement, j'aurais tendance à dire que ce qui est optimal pour l'insecte, c'est une question d'énergie plus que du temps. L'énergie qu'il a dépensée. Moi, je le décline en termes de bénéfices et coûts. Si la mise en place de tout un système neurosensoriel est coûteux d'un point de vue de l'évolution, alors que tu t'en sors assez simplement comme ça va être contre-sélectionné, ça va être éliminé au cours du temps évolutif. Je décline plutôt comme ça. Oui, excuse-moi,
Merci pour votre communication très intéressante. Une question sur le lien entre la stratégie de reproduction qu'ils ont, c'est ce que vous avez démontré, sans notion du temps, et le temps de survie qu'ils ont. Est-ce que vous avez une corrélation ? Oui, alors ça c'est les travaux qu'on a fait avec ce qu'on appelle la programmation dynamique, c'est-à-dire d'ailleurs c'est le papier que j'ai publié sur ça, c'est reprendre le théorème de la valeur marginale parce que le théorème de la valeur marginale dont je parle, il considère que les animaux sont immortels et ceux qui sont nés à l'époque de Rabelais sont encore vivants maintenant, ce qui est complètement farfelu. Donc on peut mettre dedans un horizon, c'est le principe de la programmation dynamique, d'un point de vue algorithmique, dans lequel on regarde qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, le fait, globalement, la majorité de ta vie, tu ne changes pas, mais dès que tu te rapproches de ta mort, là, il y a des effets de bordure qui arrivent, et tu dois rester plus longtemps sur le patch que ce que prédit le théorème de la valeur marginale. Et on a fait les expérimentations, et les animaux suivent super bien. C'est pareil, quoi, c'est la même problématique. J'essaie d'être clair, là. Alors, une dernière question de Karine, qui va d'ailleurs enchaîner, puisque je vais lui donner la parole par la suite pour présenter son exposition qui est au Belvédère. Alors, du coup, deux questions. Pas une, mais deux. On a parlé d'insecticides biologiques. Donc, quand on lance ça comme ça dans un champ, enfin, quand je dis comme ça, forcément, il y a peut-être un procédé particulier. Combien de temps, en fait, est-ce que cet insecticide, au bout de combien de temps cet insecticide est efficace ? Oula, petite question. Il y a un grand champ de réponses. Ouais. Alors, première chose, souvent, c'est ce que j'ai répondu à Franck, ce sont des insectes qui sont spécifiques. C'est-à-dire qu'ils sont là le temps, s'il n'y a plus d'autres, ils meurent. Donc ça répond à ma deuxième spécifique. Mais il y a des effets secondaires à la lutte biologique. Je suis aussi un spécialiste de cette affaire, parce que pour des raisons diverses, il y avait des dératés, etc. Donc on s'intéresse à ça. Et deuxième chose, ce sont des animaux, je l'ai dit, ils sont limités par le temps. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas longtemps. Bien moins longtemps que la persistance d'une molécule chimique issue de la lutte chimique. Je ne sais pas si je suis clair. Donc il y a des dératés, ça ne peut pas marcher, mais globalement ça fonctionne bien parce que ça va directement à la cible et ça ne dure pas longtemps. Et donc il n'y a pas de rupture finalement dans la chaîne alimentaire, enfin il n'y a pas par rapport Qui mange qui ? En fait oui c'est ça, le fait de mettre un excès entre guillemets d'animaux qui n'étaient pas là initialement dans l'espace. Qui peut proliférer en fait. Donc du coup non, parce qu'effectivement s'ils meurent... Les animaux qui sont en excès, c'est ceux qu'on voudrait... c'est les ravageurs. Il faut commencer par le début de l'histoire quand même. En Martinique, il y a eu par exemple l'introduction, je ne sais plus de quel animal, je ne me souviens plus du nom, pour éliminer il y a plein d'exemples, une autre espèce, voilà c'est ça, et du coup il n'y a plus de perroquets par exemple sur cette île. Donc, moi qui suis dans la recherche académique, je dis super, c'est pas du sucre en poudre qu'on répand, c'est quelque chose et donc ça pousse les pouvoirs publics à développer des recherches dans ce domaine-là. Bon, je pense qu'on va arrêter la discussion.